Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez OFIAM pour notre point hebdomadaire sur les marchés. Alors on a une semaine à nouveau très animée qui a vu les marchés actions assez nettement progresser, puisque suivant les indices, on est entre 2,5 et 4% de hausse, ce qui porte quasiment une hausse de 7 à 8% depuis les points bas de fin septembre. Et dans le même temps, des mouvements assez significatifs sur les taux avec une décrue très récente, ramenant le 10 ans allemand du côté de 2,25 ce matin et l'OAT du côté de 2,75. Sachant que le 10 ans américain, lui, a dépassé les 4 et s'ancre légèrement au-dessus, mais j'y reviendrai. Le point principal qui a animé les marchés, on va commencer par l'Europe, c'est le Royaume-Uni. Je dirais où la rationalité va grandissante, parce qu'après la démission du ministère des Finances, des Affaires étrangères, on a eu la démission de Madame Liz Truss, qui a acté le côté un peu aléatoire de son programme économique. Aujourd'hui, le tandem qui vient d'être nommé au 10 Downing Street, en la personne de l'ancien ministre des Finances de Boris Johnson, Rishi Sunak, rassure très clairement les marchés. Elle fait suite à la nomination aux finances Jeremy Hunt, qui sont connus par le milieu financier britannique et plus globalement européen comme plutôt des orthodoxes du point de vue de la gestion budgétaire. Et même si l'économie anglaise va avoir besoin de soutien, ce sera fait avec des opérations financées. Le marché ne s'y est pas trompé. On a eu une très nette détente, des taux anglais qui ont baissé de plus de 45 centimes quasiment sur cette période, traduisant le retour à une orthodoxie budgétaire. Alors cet épisode et cette baisse des taux d'ailleurs entraînant assez nettement les actions à la hausse, on l'a vu notamment lors de la journée d'hier, avec également la diminution d'incertitude. Alors cet épisode anglais qui n'est pas encore complètement fini, car il faut bien voir que les défis économiques et sur la gestion de l'inflation sont devant le Royaume-Uni, apporte quand même une lecture qui est assez intéressante en Europe, dans la mesure où on voit très clairement réapparaître l'importance des politiques publiques et le financement de ces politiques publiques du point de vue financier, élément qui avait un peu disparu depuis la crise de 2008 et encore plus la crise Covid, où toute nouvelle dépense étant financée par des achats de titres via la BCE n'occasionnait pas de charges supplémentaires du point de vue de la dette et globalement n'inquiétait pas le marché du point de vue de l'offre et de la demande. L'exemple anglais nous rappelle très rapidement que les banques centrales ont changé de régime, elles remontent les taux d'intérêt et arrêtent d'acheter systématiquement de la dette. À ce titre, dernier sujet important pour le Royaume-Uni, le fin octobre, le ministre des Finances doit annoncer un nouveau plan budgétaire pour 2023 et la Banque centrale anglaise doit commencer à revendre une partie des titres qu'elle a dans son portefeuille à partir du 1er novembre, sachant qu'elle s'est d'ores et déjà engagée à ne pas vendre la partie longue au-delà de 20 ans pour rassurer les fonds de pension. Donc cet exemple est assez important car il rajoute, comme je viens de le dire, du poids sur les taux d'intérêt, les dettes et les lois d'offre-demande des politiques publiques. Ça revient dans l'équation. En même temps, il rassure aussi sur le fait que les banques centrales peuvent intervenir en cas de crise systémique, mais le filet de sécurité est plus loin qu'il ne l'était auparavant. Un des débouchés qui a sans doute mis un peu de pression, c'est ce qu'on observe en Italie, où Madame Meloni a constitué assez rapidement, par rapport à la moyenne de la péninsule, un gouvernement de coalition. Et je dirais que les marchés ont plutôt été rassurés, occasionnant d'ailleurs un resserrement de l'écart entre l'Italie et l'Allemagne par la nomination au ministre des Finances et aux Affaires étrangères de deux ministres considérés comme plutôt pro-européens. Monsieur Salvini, qui était la figure la plus inquiétante, je dirais, de la coalition hétéroclite de droite qui est allée au pouvoir, se retrouvant aux infrastructures. Donc sans doute peut-être une leçon assez rapidement tirée de l'exemple anglais, ce qui est plutôt rassurant d'un point de vue budgétaire. On a donc eu une redétente des taux assez significative, des marchés actions qui ont été propulsés sans doute plus par cette détente des taux que par autre chose. Ceci dit, cette remontée action se fait sur front de résultats qui restent toujours plutôt encourageants. Ceci dit, les principales publications vont être cette semaine et la semaine suivante, on y verra nettement plus clair. Parce qu'effectivement, en termes d'activité en Europe, on a eu les indices avancés, les fameux PMI, les indices des directeurs d'achat. Et là, on est très clairement vers un ralentissement très marqué en zone euro, comme c'est anticipé et comme c'est attendu.
Aujourd'hui, les actions regardent assez peu ces indicateurs, préférant se concentrer sur le point haut de resserrement monétaire, la lutte contre l'inflation et ce que vont faire les banques centrales. Elles ont donc été plutôt portées par la baisse des taux et perçoivent aujourd'hui le ralentissement comme le signe qu'à terme, il se transformera en baisse de l'inflation et donc en moins d'anticipation de la Banque centrale. On voit d'ailleurs que le point haut de la Banque centrale européenne est revenu du côté de 3%, toujours horizon juin 2023 de ce point de vue-là. Aux États-Unis, on a également eu un changement de ton. Alors d'abord, peu de tension sur le 10 ans américain, sans doute dû à des logiques de flux et des logiques d'ajustement de certains pays qui défendent leur devise. On pense au Japon, on pense à la Chine, qui ont vu des nouveaux points bas sur le yuan et sur le yen. Et au milieu de cette séquence, je rappelle, on est encore dans l'onde de choc du chiffre d'inflation du 13 octobre, les banquiers centraux ont commencé à très légèrement, et de façon assez orchestrée comme toujours à la Fed, très légèrement infléchir leur discours. La tendance étant que la Fed va monter ses taux, la partie des taux longs s'est ajustée, elle va rester en territoire restrictif, mais que point trop n'en faut pour ne pas provoquer une récession qui serait inutile si l'inflation devait décroître. À ce titre, on voit bien d'ailleurs dans les chiffres d'activité du PMI qui sont sortis aux États-Unis que le ralentissement commence clairement à arriver. Il est important de le voir sur deux aspects. Du côté de l'immobilier, on aura des chiffres cet après-midi qui devraient voir également une décrue des différents facteurs de l'immobilier et surtout sur les salaires, puisque dans les chiffres de l'inflation issue du Covid, on voit déjà une décélération assez intéressante, et ce qui va sans doute permettre à la Fed d'atteindre en mars 2023 son point haut, du côté de 4,5, 4,75. On a été voir 5 avant de revenir récemment et suite aux déclarations de la Fed, et ensuite de rester en territoire négatif sans doute un certain temps. Cela dépendra bien évidemment de l'ampleur du ralentissement. Donc des taux d'intérêt qui se sont un peu tendus aux États-Unis avant de revenir, sans grandes inquiétudes pour le marché action qui a plutôt préféré voir dans le ralentissement économique moins d'inflation et donc moins de Fed. Dernier point important sur la semaine, on a eu les résultats du congrès du Parti communiste chinois, donc qui a vu la nomination de Xi Jinping pour un troisième mandat, ce qui est une nouveauté, et surtout la désignation du Politburo, des 7 membres du Politburo qui vont l'entourer et qui, en novembre, seront sûrement appelés à avoir des postes clés pour présider la Chine. Très clairement, Xi Jinping fait un contrôle total de son Politburo, avec des profils qui lui sont très proches, et qui annonce, ou pourrait annoncer en tout cas, une très forte continuité dans ce qui a été mis à l'œuvre ces 18 derniers mois en Chine, c'est-à-dire une reprise idéologique et dogmatique un peu au détriment de l'économie. On l'a vu sur la tech, on l'a vu sur l'immobilier, on l'a vu sur la politique zéro Covid. Et donc, sur le front uniquement des nominations, peu de changements à anticiper. Ceci dit, le redémarrage, la relance de la croissance va être important pour Xi Jinping. Il est toujours en affrontement avec les États-Unis sur ce sujet-là. Il va donc falloir bien observer les prochaines mesures qui vont être mises en œuvre. Pour l'instant, le marché asiatique salue un peu dans la douleur la nouvelle où, effectivement, l'indice de Hong Kong a perdu 6%, ce qui rappelle les pires heures boursière au moment de la reprise en main de Hong Kong par la Chine au tournant des années 2000. Ceci dit, le fait qu'il n'y ait pas cette vision d'une Chine très pro-économie qui relancerait agressivement son économie a permis de maintenir toujours sous pression plutôt baissière l'ensemble des matières premières, y compris énergétiques, puisque la Chine n'est plus anticipée comme se redémarrant très rapidement, même si le chiffre de croissance qui a été annoncé est plutôt au-dessus des attentes à 3,9. Au global, on a donc des actifs risqués qui, depuis fin septembre, nous les avions trouvés vraiment très peu chers. On rebondit d'à peu près 8%. Il va falloir continuer de suivre le mouvement, car effectivement, au même titre que nous n'avions pas forcément fin septembre un trend très baissier, nous n'avons pas non plus forcément un trend très haussier à partir de maintenant. On rentre donc maintenant dans la partie haute du canal qu'on observe entre 3300 et 3800 d'Eurostock depuis plusieurs mois maintenant, et donc du coup peut-être commencer à regarder, à prendre une partie graduelle
des profits de façon tactique de ce qui a été rentré à 3250. Je vous remercie par avance et je vous souhaite une très belle semaine.